l'année 1984. Vous vous rappelez de cette année folle et hyper funky? Une année marquante de la décennie 80, et pour plusieurs, elle est même considérée comme la plus importante des années 80. Une année qui a été toujours associée au roman de George Orwell, et les thèmes explorés dans ce roman intitulé 1984 nous ouvraient les yeux sur la manipulation de l'information, à la propagande et comment les gouvernements et les médias peuvent contrôler la population. Mais en réalité, même si les avertissements de ce roman ne se sont pas entièrement concrétisés, le paysage mondial de 1984 était caractérisé par les tensions de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. La population vivait dans la peur de la destruction nucléaire, pendant que l'épidémie du sida faisait de réels ravages. Mais de l'autre côté de la médaille, le paysage culturel de 1984 était vibrant et dynamique, tout autant dans l'univers de la musique, les films, la mode et les sports, où la culture occidentale est venue influencer grandement les tendances mondiales, facilitées par la nouvelle importance des médias et du début de la mondialisation. Dans le monde de la mode, tout devenait très audacieux. Les couleurs étaient éclatantes et la tendance était au pastel. Les accessoires emblématiques tels que les colliers et les bracelets à profusion, les cheveux bouffis, juste pour vous énumérer quelques exemples. La mode de l'époque était fortement influencée par les vidéoclips et les pop stars tels que Madonna, Michael Jackson ou Duran Duran, qui créaient les tendances avec leur style distinctif. Et en parlant de musique, elle prend énormément de place en 1984. Les sons électro et de synthétiseurs sont très présents, mais ils s'amalgament encore parfaitement avec de vrais instruments joués par de vrais musiciens de talent. De nombreux icônes de la pop et du rock s'implantent et il pleut des hits et les chansons classiques et intemporelles affluent le paysage musical. L'influence des vidéoclips et de MTV est omniprésente. Le vidéoclip se fait reconnaître comme une nouvelle forme d'art, transformant la musique en une expérience visuelle et il devient un élément essentiel dans le marketing des artistes. Au cinéma, 1984 produit plusieurs films à succès blockbuster qui deviendront des classiques du cinéma. Des films tels que Indiana Jones et le Temple maudit, Le flic de Beverly Hills et Terminator ont dominé le box-office et deviendront des références culturelles. Mais malgré tous ces souvenirs, tout ça s'est passé il y a plus de 40 ans déjà. Pendant que nous tournons la page sur l'année 2024, Playback 80 souligne ses 40 ans avec un hommage à l'année 1984. Êtes-vous prêts à remonter dans le temps? Car on vous présente une chronologie mensuelle de quelques événements qui ont marqué l'actualité au Québec ainsi qu'en Amérique du Nord durant cette période inoubliable. Avant de poursuivre, je vous souhaite la bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Alors, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu vintage et de nostalgie 80s. Un simple petit clic pour vous qui est super significatif pour nous. Maintenant, êtes-vous prêts pour 1984? Avez-vous des souvenirs précis ou précieux de cette année mémorable? Si oui, racontez-nous vos histoires ou toute forme d'anecdotes dans les commentaires sous cette vidéo. Nous voulons lire vos histoires. Maintenant, voici une courte chronologie de l'année en commençant par le mois de janvier. Le 9 janvier. La formation américaine Van Halen lance leur 6e album studio nommé 1984. Avec l'aide de la chanson à succès planétaire Jump, l'album se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires. Malheureusement, le succès de 1984 finira par créer de gros égos ainsi que des clashs à l'interne qui détruiront la formation originale de Van Halen. Et en juillet 1985, c'est le chanteur Sammy Hagar qui viendra remplacer l'hyper charismatique frontman
David Lee Roth. Le 24 janvier, c'est la date officielle de la mise en vente du premier ordinateur personnel à succès commercial nommé le Apple Macintosh. Au coût de 2500 $ US, le Macintosh marque un tournant dans l'industrie de l'informatique et il crée les bases de l'ère des ordinateurs personnels. Une célèbre publicité réalisée par le cinéaste Ridley Scott est diffusée lors du Super Bowl de 1984, une pub qui fait référence au roman de George Orwell, 1984. Le 27 janvier, Michael Jackson est transporté d'urgence à l'hôpital pour des brûlures au 3e degré causées par une explosion pyrotechnique lors d'un tournage d'une publicité pour Pepsi Cola. Jackson, qui ne voulait pas faire cette pub et qui ne buvait même pas de Pepsi, accepta de tourner la pub à condition qu'on le voit pas plus que 5 secondes. Pour plusieurs, cet accident serait un tournant dans la carrière de Jackson, car c'est à ce moment que Jackson goûta aux antidouleurs et aux drogues fortes. Février. Sur une note un peu plus douce et musicale, le 4 février, la chanson Karma Chameleon du groupe Culture Club atteint la première place du Billboard Hot 100 et restera au sommet du palmarès pendant 3 semaines. La chanson connaît un succès mondial, devenant numéro 1 dans 20 pays. Le 8 février est la date officielle de la cérémonie d'ouverture des 14e Jeux olympiques d'hiver de Sarajevo en Yougoslavie. C'est le Québécois et patineur de vitesse sur longue piste, Gaétan Boucher, qui remportera 3 médailles, dont 2 en or. Live from the Shrine Auditorium in Los Angeles, the 26th Annual Grammy Awards. Le 28 février est la date de la 26e cérémonie des Grammy Awards, qui a lieu au Shrine Auditorium de Los Angeles. Michael Jackson, qui vient tout juste de se remettre de ses brûlures à la tête, remportera un nombre record de 8 prix au cours de cette soirée. Mis à part ces prix, il se distingue aussi par le fait qu'il réussira à rassembler la plus grande audience télévisée des Grammys, avec plus de 52 millions de téléspectateurs. Le 29 février, après avoir été premier ministre du Canada pendant 15 années, le chef du Parti libéral fédéral, Pierre Elliott Trudeau, annonce officiellement sa retraite du monde de la politique. Le mois de mars. Le 3 mars, la chanson 99 Love Ballons de la formation rock allemande Nena atteint le numéro 1 des singles les plus populaires au Canada pendant 2 semaines consécutives. La chanson réussira à atteindre le sommet des palmarès dans une dizaine de pays. Le 23 mars, le président des États-Unis, Ronald Reagan, prononce un de ses nombreux discours concernant sa politique de défense, y compris le renforcement des budgets militaires en pleine guerre froide. Reagan est également célèbre pour avoir parlé du Star Wars Program, un projet visant à créer un bouclier antimissile contre les attaques nucléaires. Le 27 mars est la date de sortie de l'album Love at First Sting, le 9e album du groupe allemand de hard rock Scorpions. Grâce à des chansons comme l'incontournable ballade Still Loving You, la rockeuse Rock You Like a Hurricane, ainsi que Big City Nights, l'album se vendra à 6 millions d'exemplaires dans le monde. Avril. Le 1er avril, une tragédie frappe le monde de la musique, et ce n'était pas un poisson d'avril. Un jour avant son 45e anniversaire, le légendaire chanteur de soul et R&B Marvin Gaye décède. Le célèbre chanteur intervient lors d'une altercation entre ses parents et après avoir défendu sa mère contre son père violent, Marvin se fait tirer dessus, en plein cœur, par son propre père, avec le même fusil que Marvin avait offert en cadeau à son père. Le 6 avril, le film The Never Ending Story sort pour la première fois en Allemagne de l'Ouest et la sortie américaine ira au 20 juillet aux États-Unis et le 19 décembre en France. Le film est devenu une référence de la pop culture, en grande partie à cause de ses effets spéciaux uniques pour l'époque, ses créatures fantastiques mémorables
et la célèbre chanson thème Never Ending Story, interprétée par Limahl. Le 20 avril est une date mémorable pour les amateurs de hockey au Canada, notamment en raison d'un affrontement spectaculaire entre les plus grands rivaux de la Ligue nationale, c'est-à-dire les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec. Ce match a lieu pendant les quarts de finale de la Coupe Stanley de 1984 et la rencontre est marquée par 2 bagarres générales. Les Canadiens et les Nordiques accumulent 198 minutes de pénalité uniquement lors de ces 2 batailles. Les arbitres doivent expulser 10 joueurs, une des sanctions les plus importantes de l'histoire du hockey professionnel. Ce match est souvent cité en raison de son niveau de violence et d'intensité, et depuis, il a été baptisé la bataille du Vendredi Saint. Le mois de mai. Le 4 mai, au Québec, une nouvelle série télé populaire voit le jour sur le réseau Télémétropole. Et Pop et Rock est un petit hybride entre le téléroman québécois et la comédie musicale. Dans ce show télé qui se passe à la fin des années 50 et au début des années 60, dans le lieu de rendez-vous par excellence, le snack bar chez Popol, où tous les personnages s'y retrouvent, dont un groupe de 4 musiciens de Montréal, les Stardust. Le 8 mai, un caporal des Forces armées canadiennes, Denis Lortie, pénètre dans l'hôtel du Parlement du Québec avec une mitraillette. Sur son passage, il tue 3 personnes et en blesse 13 avant de se rendre. Son but, dit-il, était de détruire le Parti québécois ainsi que le premier ministre du Québec, René Lévesque, ainsi que tout le gouvernement du Québec. Toujours le 8 mai, dans le monde du baseball, les White Sox de Chicago et les Brewers de Milwaukee disputent 25 manches en 8 heures et 6 minutes. Le match sera suspendu à 1 heure du matin et reprendra plus tard dans la journée du 9 mai. Sur le 753e lancé, c'est Harold Baines qui terminera le match avec un coup de circuit, donnant aux White Sox une victoire de 7-6 en 25 manches. Toujours dans le domaine des sports, le 19 mai, les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey se terminent avec la victoire de l'équipe canadienne, les Oilers d'Edmonton. En plus de gagner leur première Coupe Stanley, les Oilers réussiront à détrôner les champions en titre des 4 dernières saisons, les Islanders de New York. Avec les joueurs de centre comme Marc Messier et le capitaine Wayne Gretzky, Edmonton bat New York 5-2 pour remporter la finale de la Coupe Stanley. Et entre 1984 et 1990, les Oilers réussiront à gagner 5 Coupes Stanley. Juin. Le 8 juin est la sortie de la comédie surnaturelle Ghostbusters, version originale de SOS Fantôme, mettant en vedette Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis dans les rôles de scientifiques excentriques qui lancent une entreprise de parapsychologie à New York. Ghostbusters finira par être le film numéro 1 de l'année 1984, totalisant des ventes de 229 millions de dollars au box-office. À la même date, du 8 juin, un autre film culte voit le jour au cinéma. Un film d'horreur et de comédie fantastique réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, intitulé Gremlins. C'est l'histoire d'un jeune homme nommé Billy Peltzer qui reçoit une étrange créature comme animal de compagnie qui engendre d'autres créatures qui peuvent se transformer en petits monstres qui finiront par faire des ravages dans la ville fictive de Kingston Falls. Le film a notamment été un succès commercial, remportant plus de 150 millions de dollars à travers le monde, ce qui en faisait l'un des films les plus rentables de l'année. Dans le monde de la musique, le 9 juin, la chanson Time After Time de Cyndi Lauper atteint le numéro 1 des meilleurs singles canadiens et américains. Time after time. La chanson restera au sommet des palmarès canadiens pendant 3 semaines consécutives. Pittsburgh, le premier choix de Pittsburgh, numéro 66, Mario Lemieux. Toujours le 9 juin, le Québécois Mario Lemieux est le premier choix du repêchage de la LNH pour les Pingouins de Pittsburgh.
Surnommé le Magnifique en raison de son talent, il deviendra un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Le 22 juin, c'est la cérémonie d'ouverture de Québec 84. La Ville de Québec fête le 450e anniversaire du premier voyage de Jacques Cartier. 2 jours plus tard, les grands voiliers arrivent dans la vieille capitale. Le 25 juin, l'artiste et musicien Prince lance son 6e album studio intitulé Purple Rain qui accompagne le film du même nom. L'album passera 24 semaines consécutives au sommet du Billboard 200 et sera un des plus gros vendeurs de 1984 avec un total de 24 millions de copies vendues dans le monde. Juillet. Le 6 juillet, une compagnie québécoise de divertissement artistique spécialisée en cirque contemporain, nommée Cirque du Soleil, présente son tout premier spectacle à Gaspé, au Québec. Cirque du Soleil est fondé à Baie-Saint-Paul par des anciens artistes de rue tels que Daniel Gauthier, Gilles Sainte-Croix et Guy Laliberté. Le 7 juillet, la chanson When Doves Cry est le hit de l'été. Il atteint le sommet du palmarès australien, canadien et des États-Unis et il restera pendant 5 semaines au sommet du Billboard Hot 100. Le 18 juillet, un homme nommé James Huberty, âgé de 41 ans, ouvre le feu dans un restaurant McDonald's de San Isidro en Californie, tuant 21 personnes et en blessant 19 autres avant d'être abattu par la police. Huberty, un ancien vétéran de la guerre du Vietnam, avait des antécédents de troubles mentaux et il se serait rendu au restaurant armé d'un fusil d'assaut, d'un pistolet et d'une carabine à canon scié et a tiré sur les clients et le personnel dans une attaque brutale et aléatoire. Cet incident tragique est souvent cité comme un catalyseur dans l'histoire des fusillades de masse aux États-Unis. Le 27 juillet, le groupe heavy metal américain Metallica lance leur 2e album intitulé Ride the Lightning sur l'étiquette indépendante Megaforce Records. Peu de temps après, ils signeront un nouveau contrat avec une étiquette de disque d'envergure, celle d'Elektra Records, une division de Warner Music. L'album atteindra la 100e position du Billboard 200, une première pour Metallica, ce qui permettra à la formation de se faire connaître à l'échelle mondiale. Le 28 juillet, c'est l'ouverture des Jeux olympiques d'été de Los Angeles en Californie. Malgré le boycott de l'Union soviétique ainsi qu'une quinzaine de pays communistes, un nombre record de 140 nations y participent. Le mois d'août. Le 16 août, John DeLorean est acquitté des 8 accusations de possession et de distribution de cocaïne. Mais qui est John DeLorean? Premièrement, il était un des chefs de la compagnie automobile américaine General Motors, mais il est principalement reconnu comme étant le fondateur de la DMC DeLorean. Vous connaissez cette icône des années 80 qui sera immortalisée dans un film qui sortira 1 an plus tard à l'été 1985, un petit film nommé Back to the Future? Le même jour du 16 août, l'artiste québécoise Diane Dufresne présente son spectacle Magie Rose au Stade olympique de Montréal devant un public de 55 000 personnes. Avec un budget de 400 000 $, on avait une scénographie époustouflante, une grande roue, un carrousel, 120 000 watts de son, 10 caméras, bref, une production titanesque pour l'époque. Septembre. Le 3 septembre, le groupe heavy metal britannique Iron Maiden sort son 5e album intitulé Power Slave, incluant des hymnes classiques du métal tels que Aces High et 2 Minutes to Midnight. Ce disque reste un incontournable pour les amateurs de heavy metal et il est considéré comme l'une des meilleures œuvres du groupe. Le 4 septembre, le Parti conservateur de Brian Mulroney remporte l'élection fédérale et formera un gouvernement majoritaire avec 211 sièges, la plus grosse majorité parlementaire de l'histoire du Canada. Au Québec, le résultat est de 58 conservateurs élus contre 17 libéraux. Le 9 septembre, le pape Jean-Paul II entame son voyage au Canada et sa visite commence à Québec. Entre le 9 et le 20 septembre,
Le pape Jean-Paul II est le tout premier pape à fouler le sol canadien. Le 11 septembre, à l'âge de 16 ans, Céline Dion interprète la chanson « Une colombe » devant le pape Jean-Paul II et 65 000 personnes au Stade olympique de Montréal. « Une colombe » a également remporté 2 Félix pour le single le plus vendu de l'année et la chanson populaire de l'année. Une colombe est partie en voyage. Le 16 septembre, la série télévisée américaine Miami Vice est diffusée pour la toute première fois au réseau américain NBC. Au Québec et en France, la série sera diffusée à partir de 1986. Miami Vice se distingue des autres séries policières de l'époque par son esthétisme novatrice, son utilisation de la musique populaire et sa représentation de Miami comme étant un lieu vibrant, luxueux et dangereux. La série se terminera en 1989 sur le réseau NBC. Au Québec, une nouvelle série télé nommée À plein temps est diffusée pour la première fois le 21 septembre à Radio-Canada. Et c'est une série qui ne se veut pas comme les autres. Pourquoi? La raison est devant vos yeux. Et oui, dans ce téléroman, plusieurs de ces personnages sont joués par des acteurs, tandis que les autres sont joués par des marionnettes grandeur nature. Un concept un peu étrange pour certains, mais la série va durer quand même 4 saisons et se terminera le 18 avril 1988. Le 17 septembre, une nouvelle série animée produite par Toei Animation et Acom est diffusée pour la toute première fois aux États-Unis. La série est basée sur une ligne de jouets qui a été lancée la même année en 1984 par la compagnie Hasbro. Ces jouets sont empruntés de la populaire gamme japonaise Diaclone, mais Hasbro obtient les droits de licence nord-américaine et renomme les figurines les Transformers. La première vague de jouets nous donna plusieurs nouvelles figurines, chacun basé soit sur les héroïques Autobots et les maléfiques Decepticons. Au Québec, la série sera diffusée en version française au printemps de 1985 à Télémétropole. Les 17 et 18 septembre, le Victory Tour de Michael Jackson et ses frères arrive à Montréal et j'y étais. Un total de 116 000 personnes assisteront aux 2 soirs de spectacle au Stade olympique de Montréal. Ce sera la dernière tournée de Michael Jackson sur le sol canadien et la dernière tournée avec ses frères. Octobre. Le 3 octobre est la sortie du film La guerre des tucs, réalisé par André Melançon et produit par Roch Demers. Ce film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui jouent à la guerre pendant leur congé du temps des fêtes. Ce film deviendra un classique du cinéma québécois et sans oublier sa chanson thème « L'amour a pris son temps », interprétée par Nathalie Simard. L'amour a pris son temps. Le 5 octobre, Marc Garneau, membre de l'équipage de la navette spatiale Challenger, est le premier Québécois à se rendre dans l'espace. Le 13 octobre, le compositeur et interprète Stevie Wonder atteint le numéro 1 du Billboard Hot 100 avec son succès mondial « I Just Call to Say I Love You ». Ce succès sera un numéro 1 dans 25 pays et la chanson restera 3 semaines au sommet des palmarès américains et canadiens. Novembre. Le 9 novembre, c'est la sortie du film d'horreur A Nightmare on Elm Street, version originale des Griffes de la nuit. Écrit et réalisé par Wes Craven, ce film viendra hanter les rêves de toute une génération. Mettant en vedette Heather Langenkamp, Robert Englund et Johnny Depp dans son tout premier rôle. Avec une nouvelle icône de l'horreur, une nouvelle star nommée Freddy Krueger, ce film deviendra un classique dans le monde des films d'horreur. Le 17 novembre, la chanson « Wake Me Up Before You Go Go » de la formation britannique Wham! Est au numéro 1 des palmarès américains et canadiens, ainsi que dans une dizaine de pays. La chanson restera au sommet du palmarès canadien pendant 4 semaines. Avant de poursuivre avec le mois de novembre, voici quelques exemples de publicités télévisées qui ont marqué l'année. Je suis Astor, un robot. Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment.
Where's the beef? Hey, where's the beef? Le 26 novembre, après avoir compté 518 buts et 14 ans au sein du club de hockey Les Canadiens de Montréal, le hockeyeur légendaire et l'idole du Québec, Guy Lafleur convoque la presse afin d'annoncer sa retraite du club. Bien que Lafleur ait joué un haut niveau pendant des années, il a cité plusieurs facteurs comme la fatigue physique et mentale comme raison de son retrait. La décision a été un choc pour les partisans du hockey, mais aussi pour le Québec en entier. Décembre. Le 3 décembre, la chanson Do They Know It's Christmas est lancée. La chanson a pour but d'amasser des fonds à la suite de la famine en Éthiopie. La chanson est interprétée par Band Aid, un collectif d'artistes principalement pop britanniques tels que Boy George, Sting, Bono, George Michael pour en nommer quelques-uns. Seulement 2 semaines après sa sortie, elle atteint le sommet du palmarès des singles au Royaume-Uni. Le 22 décembre, Madonna réussit son tout premier numéro 1 en Australie, au Canada et aux États-Unis avec la pièce Like a Virgin. La chanson restera au sommet du Billboard Hot 100 pendant 6 semaines. Et pour conclure cette folle année, le 31 décembre, le batteur de Def Leppard, Rick Allen, perd le contrôle de sa Corvette en voulant dépasser une voiture alors qu'il roule sur la route A57 en Angleterre. Allen survit, mais risque de perdre son bras gauche. Les médecins réussissent d'abord à le refixer pour ensuite le réamputer en raison d'une infection. L'accident sera un tournant majeur dans la vie de Rick Allen, mais il ne mettra pas fin à sa carrière musicale. Allen continuera à jouer au sein de Def Leppard en utilisant un kit de batterie spécialement conçu lui permettant de jouer avec une seule main et ses pieds. Sa résilience a inspiré de nombreux fans et de musiciens. Avant de conclure cette belle rétrospective de 1984, voici quelques chansons numéro 1 qui ont marqué l'année et qui resteront à tout jamais des classiques. Et dans la francophonie, voici quelques tubes qui ont cartonné en France et ici au Québec. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Débranche tout, revenons à nous. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et ton père. On va s'aimer dans un avion sur le fond de bateau. Ils s'aiment comme avant, quand on est en amour. En conclusion, la vie en 1984 était une sorte de tapisserie éclatée et colorée de variété, de dynamisme culturel et d'innovation technologique avec une scène internationale et politique complexe étendue. Et oui, ça fait déjà 40 ans de tout ça. 40 ans, c'est quand même beaucoup d'années. Mais trouvez-vous qu'on a fait beaucoup de progrès depuis? Avez-vous des souvenirs précis ou précieux de cette année mémorable? Allez-y, exprimez-vous en nous laissant vos opinions et vos points de vue dans la section commentaires sous cette vidéo. Vos commentaires risquent d'être très intéressants et sûrement aussi colorés que l'année elle-même. Avant de vous dire au revoir, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes amateur de contenu rétro. Activez la cloche de notification qui fait en sorte que vous êtes notifié lorsque nous avons du nouveau contenu.
Faites-nous un like, quelques petits clics gratuits pour vous, mais super significatifs pour nous. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente année à venir. Take care and rock on!